Cet épisode est une présentation de Clarins. Salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie de notre échange avec Marc Pistorio, psychologue et médiateur. Si jamais vous avez aucune idée de quoi je parle, je vous invite à aller faire un tour à l'épisode qui a été sorti la semaine dernière où on a fait la première partie de cet échange. Dans cette discussion, j'ai partagé avec mes acolytes Vanessa Pilon ainsi que Noémie Leduc-Vaudry une discussion tout en douceur et surtout en vulnérabilité par rapport à l'éducation qu'on a reçue et celle qu'on a envie d'offrir à nos enfants. C'est en lien avec le tout dernier livre de Marc, soit Parents sécurisants, enfants sécurisés pour une parentalité sur mesure. Et là, je vous le dis, si jamais vous n'êtes pas parent, vous n'avez même pas envie d'avoir des enfants, je vous le dis, là, cet épisode-là est du vrai bonbon dans tous les cas. Vous allez apprendre à vous connaître et à reconnaître certains traits de votre personnalité en lien avec l'éducation que vous avez reçue de votre côté. C'est un échange vraiment intéressant et je vous invite à rester avec nous pour avoir la suite de l'échange de la semaine dernière. Mais tout d'abord, c'est le temps de la Minute Clarins. Et cette semaine, je vous amène un beau produit qui va gravement vous faire plaisir, surtout quand le temps froid va s'installer chez nous au Québec. Je parle du gommage exfoliant peau neuve de Clarins. C'est vraiment un exfoliant très doux aux poudres de bambou. Ça vient vraiment enlever tous les résidus, les peaux mortes en douceur et ce, partout sur le corps. Ça laisse la peau régénérée, rafraîchie et très, très douce. C'est vraiment, définitivement, en fait, un produit que vous voulez intégrer dans votre routine. Je dirais peut-être une fois par semaine. Surtout, moi, en tout cas, l'hiver, c'est surtout sur les côtés des cuisses. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours la peau très, très sèche à cet endroit-là. Donc, l'exfoliant corporel m'aide à maintenir une peau douce et soyeuse. Disponible dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Je trouve ça toujours très drôle. Je les aime. Mes parents sont parfaits. C'est des êtres colorés. Je les aime beaucoup. J'ai une petite question. Mais tu sais, parce que clairement, je peux apprendre à mieux canaliser puis à mieux gérer mon anxiété, mais malheureusement, à cause de mon début de vie, puis voyant comment, même si j'ai beaucoup évolué comme personne, je vois que c'est quand même omniprésent. Puis d'après moi, il faut que j'apprenne aussi à coexister avec ça parce que ça fait vraiment partie de moi. Mais si un jour, je veux des enfants puis je veux pas leur transmettre tout ça, parce qu'il y a une base génétique, chose, hein? Oui, il y a une base qui est comme, tu sais, je pense c'est ça. Puis je me dis ça, je veux pas qu'ils soient tourmentés comme moi puis anxieux comme moi. Y a-tu des choses supplémentaires que je peux faire pour essayer de pas trop... Ouais. J'ai d'abord plusieurs choses. Ce qu'on a montré, en fait, au niveau de la recherche, moi, j'ai fait une recherche sur 300 couples québécois et, en fait, les Québécois ne sont pas différents des autres. J'ai trouvé les mêmes choses que ce qu'on a trouvé dans d'autres populations. C'est qu'une personne insécurisante qui se retrouve en couple avec un sécurisant, le sécurisant ne perd jamais sa sécurité et l'insécurisant gagne en sécurité. Donc ça, déjà, l'idée, c'est que probablement, avec l'œuvre du temps, j'ai envie de dire, si cette belle relation que tu vis se poursuit, ben, le temps joue pour toi. Parce que... Ça fait déjà 7 ans, on va continuer. Parce qu'en fait, vous allez développer ensemble des réflexes, comme déjà tu le décrivais. Ben, il est là, il ne part pas en courant. Et peut-être que toi, de ton côté, tu vas apprendre à identifier mieux, plus rapidement, et tout de suite te dire... OK, là, j'ai rien d'autre à faire que d'aller le voir et de lui demander de me prendre dans ses bras. Et de rester dans le silence. C'est-à-dire que ce n'est pas le temps d'expliquer parce qu'il ne faut pas investir la tête, il faut descendre dans le corps. Dans ton cas et dans le cas de tous les gens qui vivent ce type d'insécurité. On s'emballe beaucoup dans la hâte. Et puis, c'est les pensées qui fusent et les idées, l'anxiété. Alors que l'idée, c'est ça dit, ralentir. Donc, qu'est-ce qui fonctionne? Ben, quand je suis dans les bras de mon conjoint, je me calme. Et il faut rester aussi assez longtemps, parce que les gens se calment et dès qu'ils se sentent un peu moins anxieux, ils arrêtent. L'idée, ça serait de compléter le cycle complètement pour métaboliser cette anxiété complètement aussi. Wow, okay. Donc les gens ont tendance à s'arrêter trop vite. Moi, je dis, si vous avez un conjoint qui est disponible, profitez-en au maximum et dites-lui, regarde, il y a des moments, je vais venir près de toi, je vais dire, là, j'ai besoin de tes bras. Il va comprendre, il n'y a pas de mots, il a juste à rester là. Et il faut attendre, il faut se retrouver dans cet état du bébé qui a été privé de ça. Et là, on travaille sur du 3 mois. D'accord? Ouais. Ouais, super pertinent. Puis je me dis quand même, l'espoir. Franchement, il y en a.
au moins, quand je vais avoir un enfant, si ça se passe, je me dis, moi, je vais être là pour le rassurer. Dans le sens, le 0 à 3 mois, il ne le vivra pas. Fait que peut-être que oui, il part avec une base d'anxiété un peu plus grande que quelqu'un d'autre. Et c'est même pas sûr, hein, c'est pas sûr. Parce que vous êtes deux quand même, donc l'héritage génétique ne vient pas que d'un part. Il y a de l'espoir, ça se dilue au fil du temps. Vraiment, il faut prendre tout le bagage génétique de mon conjoint, ça va être parfait. Mais ce que je veux te dire aussi de rassurant, c'est qu'une personne qui dit « je suis d'un style d'attachement insécurisant, anxieux », c'est déjà pas la même chose que la personne qui ne le sait pas et qui a un bébé et qui continue à agir en pensant que c'est ça sa vie, puis qu'il y a une fatalité. Ben, elle est comme ça. Je suis comme ça. Alors que toi, ce que tu dis, c'est « moi, j'ai pas envie d'être que comme ça. Je suis aussi autre que ça. » Mais oui. Donc, ça aussi, c'est de l'espoir. Et puis, ça me fait penser à plein de choses. Mais une des choses que j'ai envie de te dire aussi, c'est je dis toujours « je suis ce que je pense ». Donc, s'il y a une part de toi, aussi petite soit-elle, qui se dit « moi, je veux être une sécurisante, puis je pense que je peux avoir des éléments de sécurité », c'est cette part-là qui doit grandir. Et l'autre, il faut la faire taire. Oui, j'ai eu un début de vie difficile, mais je ne suis pas que ce petit bébé de 3 mois. Et je réfléchis, je suis capable de nuances. Pour une anxieuse, je me suis quand même trouvé insécurisant, c'est pas mal. Hein? C'est ça l'idée, quoi, en fait. Donc, il y a plein de choses qui jouent en ta faveur actuellement. Cool. En plus, tu es accompagnée, mais moi, personnellement, je vous donne des petits exemples, mais j'étais du style anxieux. Puis je dis j'étais parce que je réalise... D'abord, j'ai été majoritairement célibataire dans ma trentaine parce que j'étais consciente de mes patterns. Je retournais toujours vers des évitants. J'étais comme, je suis tannée. Fait que là, j'ai fait non, puis là, je voyais, j'avais une petite assurance. Je suis comme, non, je m'en vais quoi? Fait que je l'ai vécu dans ma relation toxique, puis je me suis fait prendre à mon jeu parce que la COVID. Mais encore une fois, j'étais enfermée avec. Mais c'est dans le sens que je me suis rendu compte de son style d'attachement. J'étais comme, on est confinés. C'est donc bien plate. Mais n'empêche que je suis persuadée, puis je m'en rends compte avec mes partenaires, la façon que je suis ou que je réagis, je suis comme, je suis devenue une sécurisante. Je m'en rends compte. Il y a des personnes, par contre, qui vont me ramener dans mon... Il y a des traits, il y a des choses. Quand je me rends compte que, par exemple, moi, l'ambivalence, dans une relation, les non-dits, je suis très, très sensible. Je sens les choses énergétiquement, puis je suis comme, ça, tu vas me ramener l'autre bord. Là, je suis comme, non, ici. Fait que, c'est rendu que je suis très consciente de mes besoins. Puis, comme là, j'ai une nouvelle relation, puis j'ai jamais autant dans la communication de mes besoins et tout ça. Puis je me rends compte, je n'ai jamais été aussi confiante dans une relation avec moi et avec une personne. Puis pourtant, on est tellement... Lui aussi, c'est un anxieux. On se comprend de où on vient. On s'explique tout. Fait que c'est vraiment, vraiment chouette. Oui. La meilleure façon de traiter l'anxiété, c'est de ne pas l'éviter et de ne pas faire semblant qu'elle n'existe pas. C'est au contraire de lui faire face et dire, j'ai des ressources, je réfléchis, qu'est-ce que je peux faire? Et à ce moment-là, de mettre en place des éléments pour faire en sorte que cette anxiété, elle ne prenne pas le dessus. Parce que quand elle n'est pas traitée, elle ne disparaît pas. Donc, c'est ça l'idée, c'est mettre des mots, on le disait tout à l'heure, demander de l'aide. Difficile à faire, ça, demander de l'aide. J'apprends. Oui, parce que, par définition, quand on est plutôt d'un style anxieux, on a le sentiment que si on se dévoile, l'autre va se dire « Mon Dieu, c'est bien horrible » et s'en aller. Donc, si je ne dévoile pas et que je renvoie de moi une image, au contraire, qui est plus positive, je me garantis que la relation continue, alors que ça fonctionne rarement comme ça, en fait, malheureusement. Mais tu sais, quelqu'un, puis si par exemple, parce que là, je pense à l'ère d'aujourd'hui, les gens, parce que je sais, dans le livre aussi, tu expliques que, exemple, un enfant, il est déconseillé de le mettre en garderie en bas de 12 mois, dans le meilleur des mondes jusqu'à 24 mois, ce qui est très peu plausible dans la majorité des familles, malheureusement, étant donné le coût de la vie et tout ça. C'est ça. Mais si, exemple, on le sait qu'on n'est pas à 100% disponible autant que l'enfant en aurait besoin pour développer un style sécurisant ou on n'est pas disponible émotionnellement ou on n'est pas capable de réguler les émotions, bref. N'importe quelle autre personne pourrait rentrer puis avoir ce rôle-là aussi. Tout à fait. En fait, c'est pour ça que je dis, au fond, c'est pas un incontournable, cette histoire de la garderie. C'est juste qu'il faut le savoir et qu'on aménage à ce moment-là un réseau
ou des routines, ou des moments de disponibilité garantis à son enfant, c'est beaucoup plus important que l'enfant réalise que aujourd'hui j'ai vécu un moment à moi avec mes parents, mais je sais que je l'aurai demain, puis je sais que je l'aurai après-demain. Et ça, cette régularité, c'est bien cette fameuse répétition dont on parle d'expérience positive. L'idée pour un enfant, et ce qui est difficile, c'est quand tout à coup les parents ne sont pas disponibles, mais le soir ça va vite, il s'énerve, le lendemain ça repart et l'enfant n'a fait aucune transition. C'est ça qui est difficile. Donc il y a toujours quelque chose de possible. Et puis d'intégrer les grands-parents. Moi, je pense que ça peut être une merveilleuse ressource quand ils sont adéquats. Un oncle, une tante, de développer un réseau d'enfants. les beaux-parents aussi. Bien sûr. C'est une autre réalité très présente dans notre génération. Tout à fait. Tout à fait. Les beaux-parents. En fait, toute personne que vous estimez comme parent, avoir quand même du sens et puis et les autres, bien sûr, les écarter. Mais aussi, dans les attachements, on en parle moins, on parle d'attachement. Quand l'enfant arrive à des attachements multiples, la famille élargie, les amitiés sont incluses aussi. Oui. Donc, ça compte, en fait. On voit bien qu'on n'a pas 36 amis, mais quand on a un bon ami, une bonne amie, ce sont vraiment des gens de référence. On vit avec eux des expériences qui nous apaisent, qui nous rassurent. C'est la personne à qui on peut dire « ça ne va pas aujourd'hui ». On ne sera pas jugé, l'autre va être là. Les vrais amis, en tout cas. Donc, on peut vivre des attachements multiples pour, justement, compenser aussi les moments où on est moins disponible. Puis les attachements, est-ce qu'ils doivent se faire absolument en présentiel? Parce que aussi, ça aussi, c'est une réalité de notre génération. Il y en a plein, avec l'Internet, il y en a qui travaillent ou qui voyagent beaucoup. Les parents sont peut-être moins disponibles physiquement, mais tu peux installer une routine avec le FaceTime ou la technologie. Est-ce que ça compte ou ça n'a aucun effet sur le développement de l'enfant? Non, c'est-à-dire que ça serait difficile de créer cet attachement dans une relation de non-disponibilité physique. Je pense qu'en tout cas, un enfant, pour se développer, a besoin d'un parent près de lui. Sinon, les enfants qui sont séparés à la naissance de leurs parents, ils n'auraient aucun enjeu d'attachement, alors qu'au contraire, c'est dans la proximité qu'on crée le lien, c'est dans la connexion qu'on crée le lien. C'est sûr qu'on pourrait avoir cette discussion par Zoom, mais... C'est pas pareil. Non. C'est jamais pareil. Non, moi j'ai l'impression que je vous rencontre pour la première fois et pourtant je vous ai déjà rencontré par Zoom. Ah ouais. Oui, c'est pas la même chose en fait. On ne ressent pas la même chose. Même en thérapie, moi je fais toutes mes thérapies par Internet. Alors c'est sûr que je travaille avec des gens de Dubaï ou d'Australie. Tout à fait. Mais à la fois en fait, quand finalement je réussis à rencontrer les gens parce que où je me déplace, où on se dit, là j'ai trouvé un bureau, puis on est dans la même ville. On a toujours une autre dimension. C'est fou. Là, on voit le corps au complet, toutes les expressions. On reçoit beaucoup plus d'informations. Et on en a besoin de ça pour créer le lien. Donc, fait que des gens qui pensent, je pense à, je sais pas, des comédiens, comédiennes là, qui ont un rôle à l'extérieur puis que l'enfant reste avec un parent. Mais il faut que ça soit une courte période de temps. Ça ne peut pas être indéfini. Une courte période de temps, ça serait d'instaurer quand même une routine puis de dire, hey, je suis disponible pour toi. Peut-être pas de la même façon, mais... Exact. Et il faut que le lien se soit créé auparavant, en fait. Il va se créer par la technologie. Il y a quel âge? À 15 ans, c'est moins grave si tu pars 2 semaines. À 0-3 mois, je ne suis pas sûre que ton bébé va vraiment compute avec ton FaceTime. Là, écoutez, allô! D'ailleurs, on s'est rendu compte qu'un enfant qui est avec, par exemple, sa maman et le père fait une rencontre FaceTime, l'enfant n'a pas d'intérêt. L'enfant en bas âge regarde son père, il va sourire, il le reconnaît, mais il reste plus, pas. Non. On a vraiment besoin de ce contact-là et puis aussi du contact physique. Donc, il faut que le lien se crée d'abord en présentiel. Oui, j'aime ça. Je me sens comme à l'université, c'est un cours en présentiel ce soir. Une relation en présentiel. Développer la relation, Puis quand deux parents ont soit des styles d'attachement différents, surtout des styles de parentalité qui sont différents, est-ce que c'est problématique ou est-ce que l'enfant va être capable d'avoir du discernement là-dedans? Tu sais, qu'est-ce que ça génère? Est-ce qu'il faut absolument s'arrimer sur la même vision ou est-ce que l'enfant est capable de faire, bon, maman c'est comme ça, papa c'est comme ça? C'est une bonne question. Oui, c'est une super bonne question. En fait, l'idée, c'est que c'est important pour l'enfant de vivre des expériences différentes avec son père et sa mère. Et c'est vraiment, pour lui, c'est constructif, c'est structurant.
Moi, j'ai fait une recherche de maîtrise sur les papas qui changeaient la couche de leur bébé. J'adore ce sujet. Et à l'époque où les papas commençaient à être de plus en plus impliqués, et on s'est rendu compte que ça n'avait rien à voir avec la mère. Mais c'était assez... À quel sens il changeait au niveau de la propreté qui s'en est laissé? Son fils de 3 mois, il le met debout. Vas-y, mon grand, t'es capable. Le jette en l'air. La fille, c'est... Ben, comment ça va, ma princesse? Ah, ben oui, ben, tu vois, ben oui, c'est papa, super stéréotypé, avec la petite fille, avec le petit gars, on n'est plus actif. Et puis les mères, c'était une autre expérience, en fait, émotionnelle. Mais ça, c'est la richesse. Les parents disent, ah oui, mais on ne fait pas la même chose, j'aime pas comment il lui donne le bain et tout ça. Et moi, je dis, mais laissez faire. Tant que votre enfant n'est pas en danger, c'est bien qu'il expérimente que, comme dans la vraie vie, en fait, on rencontre des gens différents, on doit s'adapter, on les trouve bizarres, on s'ajuste. Le bébé, c'est pareil. Il dit, c'est une drôle de réaction, mais ça lui permet d'acquérir quelque chose à ce niveau-là. Plus tard, en fait, quand les parents, si les parents ont 2 styles d'attachement différents, là, c'est sûr que ça serait idéalement, s'ils sont ajustés sur les valeurs, sur les pratiques éducatives, après ça, qu'ils le fassent avec leur style, c'est moins grave. Mais si les parents sont opposés au niveau des pratiques du quotidien, des routines du quotidien, souvent les parents qui consultent vont me dire, ben moi, je quitte la maison, je suis au travail, puis tout à coup, je réalise qu'il a laissé regarder la télé 2 heures de suite, alors qu'on s'est dit qu'on ne voulait pas d'écran. C'est sûr que là, c'est problématique. Pourquoi, en fait, alors qu'il devrait y avoir un accord sur les routines pour les repas, quel type de nourriture on mange? Plus on est écarté à ce niveau-là, plus ça crée une confusion pour l'enfant. C'est particulièrement le problème pour les enfants qui vivent dans des milieux où les parents sont séparés ou divorcés. Et les enfants qui sont extrêmement troublés parce qu'ils s'ajustent. Un enfant ne dira pas « Oh, j'ai plus d'avantages chez toi, donc je vais ramener les restrictions de chez maman parce qu'il faut que je me cadre. » L'enfant, il va se dire « Cool, au moins il y a un des 2 côtés où je suis plus libre de... » Donc, le point, c'est de savoir que c'est la cohérence qui sécurise l'enfant. Bien, séparé ou pas séparé, là, tu sais, ça, c'est... Bien sûr. Plein de gens qui vont se reconnaître, mais tu sais, exemple, je sais que j'ai quelque chose à aller demander, une permission, je sais exactement à quel parent aller la demander, parce qu'il y en a un qui c'est tout le temps oui, puis l'autre c'est tout le temps non. Absolument. Fait que là, je faisais comme... fait que tu sais, il n'y avait pas de cohérence dans ma même maison des fois, puisque j'étais comme... Fait que je trouve qu'ils perdaient un peu de crédibilité. Bien sûr. Je les écoutais moins. En fait, parce que j'étais juste comme, peu importe. Vous dites pas la même affaire. Alors que 2 parents qui disent, bah, écoute, maman te l'a dit, mon grand, mais oui, je comprends que c'est difficile. Je vais te consoler, mais la règle demeure. Maman et papa est d'accord. Et ça, pour un enfant, c'est, ah, OK. Je lâche prise. Je lâche prise, mais au moins les choses sont claires, le cadre est clair, et ça, c'est aidant, vraiment. Puis ça doit aider aussi sur tout le développement, puis l'ajustement quand les enfants vont rentrer à l'école. Bien sûr. Le développement des liens d'appartenance, puis pas juger les gens dans leurs différences aussi. Oui, tout à fait. On en a moins parlé, mais c'est sûr qu'un modèle parental qui est permissif ou un modèle parental qui est très autoritaire, ça n'a pas la même résonance sur l'enfant. Et les recherches ont montré que ça avait des implications sur les résultats scolaires et sur la capacité aux relations sociales. Plus un enfant est permissif, par exemple, ça veut dire que, bon, il a été élevé avec peu de règles, peu de cadres, mais les permissifs, en général, les parents sont chaleureux. Donc, on se rend compte, plus tard, à l'intégration scolaire, que c'est des enfants qui réussissent bien sur le plan social. Ils ont des amis, ils sont populaires, ils ne fonctionnent pas très bien au niveau des résultats scolaires et ils ont de moins bons résultats scolaires que, par exemple, des enfants qui sont issus de milieux plus autoritaires, où là, c'est le respect des règles, il faut faire les devoirs, c'est maintenant, on ne joue pas, etc. Alors, les performances scolaires sont bonnes, mais sur le plan social, ils ont beaucoup plus de difficultés. Donc, l'entre-deux, c'est le démocratique, c'est ça? C'est ça. C'est ça. En fait, le vrai entre-deux pour moi, c'est celui de mon livre, c'est la parentalité sur mesure. Pas de modèle préétabli, mais c'est vrai que si on en reste au niveau de la recherche a montré que un enfant qui reçoit à la fois ce qu'on appelle la responsivité des parents, c'est-à-dire chaleur, soutien, assistance, et en même temps exigence, autorité, avec un cadre, il y a des choses à faire, on peut pas
et que ça reste cohérent, cet enfant-là fonctionne mieux à tous les niveaux. Oui, parce que je sens qu'il y a une partie de notre génération de parents qui est en réaction à notre génération précédente, c'est-à-dire qui est un peu plus autoritaire, un peu moins chaleureux. Donc, on est devenu très permissif. Puis moi, j'entendais des amis qui étaient comme... Bon, là, Félix-Antoine, la crème glacée, maman est vraiment pas d'accord avec ce choix, mais tu fais des choix, écoute ton corps. Puis là, je fais, ouais, mais ça, disons, comme... Puis je comprenais, puis j'étais comme, est-ce que c'est ça d'être bienveillant ou est-ce que c'est d'aller quand même mettre une structure de, bien, le dessert le soir à la maison, c'est non. Tu sais, comme, comment est-ce qu'on... Moi, j'avoue que c'est encore une navigation qui est à... Bien, tu sais, je me dis, j'essaie de mettre un cadre, mais tu sais, elle est où la ligne entre l'autorité, la structure, tu sais, puis d'être quand même... Dans le plaisir et la découverte, c'est ça. C'est une danse, puis je sais que ça ne sera pas figé, puis que ça ne sera pas comme ça, mais en fait, l'idée, c'est d'identifier, en fait, quels sont les principes de ce cadre. Et puis, pourquoi ces principes-là, en fait? Est-ce que interdire systématiquement un dessert le soir, c'est quoi ce principe? C'est pourquoi, en fait? Qu'est-ce qu'on veut? Mais il peut-être y avoir différentes formes de dessert, il peut peut-être... Mais si, par contre, il veut tous les soirs de la crème glacée puis des bonbons, à ce moment-là, oui, il fait un choix, mais il fait un mauvais choix. Donc, à ce moment-là, il faut bien que le parent, son régulateur, lui dise « Je comprends, mais c'est une fois de temps en temps, mais ça ne peut pas être ce soir. » Ou sinon, ce soir, ça peut être un fruit ou... L'amener vers une option plus alternative santé, si c'est ça l'objectif. Oui, tout à fait. Et puis, de le dire à l'enfant, en fait. Non, c'est pas bon pour toi, ou je trouve que... et à ce moment-là, de lui montrer qu'il y a d'autres choix qui vont peut-être satisfaire aussi son plaisir de sucre, mais qui ne vont pas lui faire défaut, en fait. Je crois aussi qu'il faut essayer de questionner les principes et comment les appliquer, en fait. Et puis après ça, Oui, parce qu'en théorie, moi, je lisais ça, puis je me disais, wow, c'est vrai que c'est beau comme idéal de se dire, je vais faire entièrement confiance à mon enfant, il va apprendre des conséquences naturelles de ses choix. Tu sais, c'est un peu ça, ce qui sous-tend cette façon... Ça, c'est le discours de la parentalité positive. Exactement, la parentalité positive, mais après ça, tu fais concrètement, là, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'il est 21h, on serait supposé être au lit, mon enfant a des bonbons dans la bouche, je ne sais pas comment gérer ça, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas fonctionnel. Et moi, là-dedans, c'est ça aussi, on parle beaucoup des enfants, mais le parent que je suis n'est pas bien avec ce qui est en train de se passer. Mais en fait, qu'est-ce qui fait que, dans ce cas-là, c'est juste par curiosité, qu'à 21h, il avait des bonbons dans la bouche? Non, mais je donne un exemple qui est un peu fictif. Là. Je fais juste comme... J'essaie de tracer des lignes. Oui, d'illustrer, parce que c'est pas concrètement ça, mais tu sais, une situation qui est un peu chaotique, qui est pas... avec laquelle je suis pas d'accord, que je veux pas que ce soit ça dans notre famille, disons, puis moi, je me sens pas bien dans ce qui est en train de se passer. Fait que là, tu fais, est-ce que je continue à lui dire qu'il fait ses choix et qu'il va vivre les conséquences naturelles, c'est-à-dire avoir mal au ventre, pas être capable de dormir, être fatigué le lendemain matin, tu sais, comme... Et je l'informe de ses conséquences de choix. Je pense que ça dépend de quoi, là, parce que là, après ça, tu vas peut-être traiter des problèmes de santé de l'embonpoint, puis là, ça va être comme... Non, mais ma mère m'a toujours laissé manger ce que je voulais. Je parle beaucoup de l'alimentation, mais c'est un exemple qui est récurrent puis qui est facile parce que les enfants veulent des bonbons, puis c'est comme une affaire. Je pense qu'un des exemples de conséquences naturelles qui va parler aux parents, c'est par exemple l'enfant qui veut partir en plein hiver avec son manteau, mais il ne veut pas mettre son bonnet. Ouais. Puis le parent veut essayer de lui mettre son bonnet. Puis il veut lui mettre son bonnet. Puis l'enfant le prend et le jette à terre. Bon, est-ce qu'on va faire ça pendant 45 minutes? Est-ce qu'on va tout à coup l'enfoncer de force? Moi, je dis dans ces cas-là, vous mettez son bonnet dans sa poche, je dirais, écoute, tu vas avoir froid, mon grand, mais c'est toi qui choisis, tu ne veux pas le mettre, je te le donne, tu le mettras peut-être plus tard. Et ça, c'est une conséquence naturelle. S'il sort et qu'il a froid, peut-être qu'à ce moment-là, s'il voit tous les autres enfants qui ont leur bonnet sur la tête, il va se dire, oh, je vais le mettre quand même le mien. Mais je crois qu'à un moment donné, en fait, on peut proposer à l'enfant, et encore une fois, moi je me dis, bon, est-ce qu'il est à risque vraiment de quelque chose de gravissime qui va donc l'handicaper pour le reste de sa vie? Donc là, oui, j'interviendrai de façon peut-être, et certainement même plus affirmée. Mais sinon, en fait, il y a des choses où il faut laisser aller, parce que parfois, l'expérience individuelle fait plus le travail que les mots du parent, quoi. C'est vrai. Hein? Donc, il va attraper le rhume, puis la prochaine fois, il va le mettre, son bonnet. Des fois, c'est ça, tu fais, ma mère avait raison, j'aurais dû mettre ma tuque, je suis tombée malade. J'ai mal aux oreilles, sont gelées. Mais au fond, mais pour aller aussi au bout de cet exemple, c'est que si ensuite il est malade le lendemain, l'idée, ça ne serait pas de lui dire, je te l'avais dit que tu... Non. Ça serait plus de lui dire à ce moment-là, ben écoute mon grand, peut-être tu as eu froid hier, ben, tu as ton bonnet tous les jours avec toi, tu le verras, tu le mettras.
Okay. Juste un rappel, genre, finalement, ma mère, mais elle ne me l'a pas imposé. Parce que les enfants ont cette idée que si on leur impose, à ce moment-là, ils justifient la résistance. Alors que l'idée, c'est de les amener, en fait, à comprendre que, alors, je te propose des choses, mais au bout d'un moment, en fait, on ne se battra pas avec un enfant pour lui faire faire par la force. Il y a un parent, j'ai un exemple rapide d'un parent, pendant le Covid, justement, sa fille devait faire les devoirs avec lui le soir, et puis elle était super agitée, puis elle ne voulait pas faire ses devoirs, puis la tête sur la table, puis je lui disais, mais voyons donc, mais arrête, mais vas-y. Et il commençait à s'énerver, il me disait, ben c'est ça, tu ne vas pas faire tes devoirs, et puis tout à coup, il s'est dit, il y a quelque chose. Et il a changé d'attitude, il a changé d'énergie, il lui a dit, écoute, madame, je vois bien que ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe? Oublie les devoirs, qu'est-ce qui ne va pas? Non, ça va, un bougonner, une petite fille de 7 ans, tout ça. Puis finalement, elle lui dit, j'ai peur. Et il lui dit, t'as peur? Mais t'as peur de quoi? Et en fait, elle lui dit, peur de la maladie. Et en fait, c'était le premier soir où on lui avait dit, demain, tu ne retourneras pas à l'école parce que c'est Covid et maintenant les enfants restent à la maison. Et elle ne comprenait pas ce qui se passait. Tout ce qu'elle ressentait, c'était l'angoisse et l'énergie de cette époque où tout le monde... Et du coup, il lui a dit, ah, c'est ça, regarde, je t'explique. Oui, tu restes à la maison, mais c'est pour prendre soin de toi. Puis nous aussi, on reste à la maison. Puis il lui a expliqué que, t'inquiète pas, tu vas retourner à l'école, etc., etc. Et finalement, il l'a prise dans ses bras, ils ont fait les devoirs, elle a repris ses devoirs. Et ça, c'est pour dire que les enfants nous donnent des signaux de leur mal-être. Et je dis toujours aux parents, et ça peut aider aussi les gens qui nous écoutent, c'est si votre enfant est tout à coup opposant, puis il ne veut rien savoir, puis dites-vous, tiens, il y a peut-être quelque chose. Et quand on disait tout à l'heure valider les émotions, à ce moment-là, ça serait le lieu de lui dire, oh là, je vois que ça ne va pas toi ce soir, qu'est-ce qui se passe? Tu veux m'en parler? Si l'enfant n'a pas envie d'en parler, ce n'est pas grave, mais à ce moment, on lui propose un moment d'affection, un câlin. Encore une fois, ce n'est pas des choses très longues à faire, ça. Mais les parents disent, oui, mais il y a la routine du soir, tout ça. Si ce papa s'était dit, c'est la routine des devoirs, je ne veux rien savoir de ton attitude, continue, éducation autoritaire, souvent d'ailleurs, l'émotion, on ne traite pas. Permissivité, tu ne veux pas faire tes devoirs, mais c'est correct. Puis, tu les feras demain, et puis permissivité. On laisse tomber. Mais personne n'a reçu vraiment ce qui se cachait. Absolument. On n'a rien traité, en fait. Et imaginez de 15 millions en 15 millions d'interactions comme ça. Ça vient solidifier. Oui. Est-ce que ça a du sens? Oui, ça a du sens. Vraiment. Ma fille, je donne juste un exemple. À l'école, ils vont au ski 3 fois par hiver. Puis, chaque matin de ski, les 2 premiers ne voulaient pas mettre ses vêtements en mérino en dessous. Puis l'opposition à ça. Puis là, la première journée, c'était on va être en retard. On doit mettre des vêtements de mérino, sinon tu vas avoir froid. Tu sais, comme moi, j'ai agi de façon autoritaire. Puis là, j'ai mis de force. Elle pleure, je suis énervée. On arrive à l'école comme ça. Voici le début de la journée de ski, tu sais, qui est super. Et de la maman. Et de la maman. Pour moi, si les deux, on a un mauvais début de journée. Puis la deuxième fois, quand ça s'est repassé pareil, là, je fais « OK, mais pourquoi tu n'as pas envie de mettre tes vêtements? » Puis là, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Elle a peur, le ski, ça va vite. Là, tu fais « Mais c'est ça, c'était juste le signal qu'elle était capable de m'offrir pour me dire « Moi, le ski, ça me fait peut-être pas sentir bien, puis voici ce que je vis par rapport à cette idée du ski. » Le vêtement, c'était pas ça. Là, non, c'était ça, pas... c'est vraiment parfait. Il y a souvent les parents vont dire « Le matin, on doit partir. Moi, je suis en retard pour le travail. Habille l'enfant. L'enfant n'arrive pas à mettre se met à pleurer. » Et souvent, c'est des cas contraires. Et je dis aux parents, en fait, et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la crise. Elle a pleuré pendant tout le temps de la voiture. J'en pouvais plus dans la voiture. Et l'idée, c'est à ce moment-là, quand une émotion est très vive, prenez 30 secondes et arrêtez tout. Arrêtez tout parce que c'est en train de déraper. Et c'est le moment, en fait, de dire à l'enfant, regarde, on se calme, excuse-moi, je vais trop vite, tu vas trop vite. Allez, on reprend tout ensemble. On le prend dans les bras 2 secondes. On attend que les choses se calment un peu. Ce 30 secondes-là va faire toute la différence pour le reste. Et l'idée ensuite, c'est que l'enfant arrive dans de meilleures dispositions à l'école et le parent se sent compétent. C'est gratifiant pour le parent d'avoir bien décodé ce qui se passait pour l'enfant. Mais il faut accepter de prendre le temps des fois. Et même si on a un agenda dans la tête, d'accepter de le modifier temporairement, quoi. Essayez le plus possible de se garder du temps.
supplémentaire. Parce qu'on est souvent comme à la minute près, mais ça ne laisse pas place aux imprévus comme ça. Et qu'est-ce que ça fait si l'enfant arrive 2 minutes en retard à l'école, mais heureux, ou que... Si c'est pas tous les jours, mais c'est pas grave. Des fois, il faut relativiser la gravité des choses qu'on fait. Hein? Vraiment. C'est vraiment intéressant. Vraiment. Puis de là, le mettre sur mesure, puis l'adapter. Je me dis, tu sais, ça laisse aussi plus de fluidité. Puis c'est peut-être pour ça aussi, tu sais, je t'écoutais tantôt, Vanessa, tu disais, moi, je regarde Instagram, puis... Mais c'est parce que le conseil que Brigitte va te donner, puis Sophie, elle va te donner autre chose, mais peut-être que ça s'adapte juste pas à ta petite Claire. Là. Fait que c'est comme difficile des fois de juste prendre une information, puis ce que j'aime dans ton approche, c'est vraiment de juste l'adapter, puis essayer des trucs. On essaie, ça fonctionne pas, parfait. Puis surtout, tu sais, encore une fois, nous, on était 4 filles, puis tu sais, mes parents, c'était la même affaire pour les 4, mais on est 4 tempéraments complètement différents. Moi, je suis une hypersensible. De toute évidence. Je criais tout le temps. J'étais une hypersensible, je pleurais facilement, puis c'était tout le temps, bon, elle pleure encore. Au lieu de juste essayer de comprendre, mais oui, mais j'ai ma grande sœur qui me tire les cheveux pendant que tu as le dos tourné. Il se passe réellement quelque chose, mais quand tu disais ça, en fait, quel impact ça avait sur toi? Bon, encore. Bien, c'est sûr que je me sentais pas validée. Tu sais, moi, toute ma vie, puis ça va être encore le travail tout le reste de ma vie, c'est mon manque d'estime. C'est manque d'estime, confiance en moi. Je suis toujours en train de douter de moi. Je sais pas si ce que je fais là aujourd'hui, ça va vraiment mieux, mais ça a pris des années de thérapie pour apprendre à valider la personne que je suis, valider ce que je ressens, puis me donner raison de ressentir ça. Exact. Mais c'est intéressant parce que tout à l'heure, on disait valider les émotions. Quand on est invalidé, ben, on porte ça en soi comme une vérité. Alors, jusqu'à ce qu'on remette en question en disant... C'est mes parents qui me renvoyaient de moi une mauvaise image, mais c'est pas qui je suis. Là, je dis mes parents, mais mes sœurs, ils ont beaucoup contribué aussi. Oui, mais la fratrie... Et la société, des fois, aussi. Mais oui. Mais en fait, tu sais, c'est intéressant de dire les sœurs, mais les sœurs, elles sont aussi le produit de ce que les parents laissent faire. C'est vrai, assurément. Donc, il y a quand même aussi cette idée-là, quoi. Et puis, à noter, parce que je trouve que c'est toujours un phénomène assez fascinant, plus les familles sont dysfonctionnelles, plus les fratries ne fonctionnent pas ensemble. On est des atomes complètement séparés. Ça, parce qu'en fait, on n'a pas le droit de remettre en question, ou on a difficilement le droit d'attaquer ses parents ou quand on est enfant. Par contre, le frère ou la sœur, on peut les attaquer. Oui, c'est vrai. Ils sont plus touchables que les parents qui sont intouchables. C'est ça. Je trouve ça fascinant, c'est dynamique, parce que je me dis, malheureusement, les enfants sont dans cette dynamique-là dans l'enfance, alors que peut-être qu'ils mériteraient, au fond, d'avoir de belles relations ensuite. Mais c'est là que ça s'installe. Donc, peut-être qu'il y a des choses à remettre en question, et ensuite, quand on est adulte, en repensant à ses frères et sœurs. Mais de façon moins décortiquée, mais j'ai toujours su que, tu sais, on s'entend bien, la majorité d'entre nous, mais tu sais, on n'est pas... J'ai toujours envié les familles qui avaient, tu sais, ce bon souper du dimanche soir, puis tu sais, des traditions, puis ils sont full unis, puis ils font des voyages ensemble, puis ils ont du plaisir. Tu sais, on est 4 filles, on s'entend bien, on a des choses en commun et tout ça, mais on n'a pas ça. Puis je le savais sans comprendre exactement de la façon que tu viens de l'analyser, Marc, mais... Tu sais, mais le noyau, il était zéro serré. C'est sûr que nous, on n'est pas serré du tout. Là. On a appris à être indépendants de chacun de notre côté. C'est ça. Alors que chez nous, ça a été très... Moi, j'ai 2 sœurs. Ça a toujours été hyper valorisé. Vous êtes tous les 3, aidez-vous, entraînez-vous, respectez-vous. Et spontanément, tout à l'heure, j'ai eu un FaceTime avec ma sœur. Puis tout à coup, elle a appelé ma mère. Puis elle a appelé mon autre sœur. On se met tous les cadres, et on rit, comment s'est passée la conférence d'hier soir, ils suivent tout, en fait, et les uns pour les autres, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un réseau important, ça, la famille. Si on n'a pas la famille, on doit créer sa famille. Je dis toujours aux gens, créez-vous une famille. Ben oui. Créez-vous des amis, des êtres qui sont là, et c'est important. C'est le cas. Ben oui, vraiment. Ben, tu sais, combien de personnes, justement, ils n'ont pas de frères, ils n'ont pas de sœurs, mais les amis prennent... Tu sais, moi, mes amis prennent énormément de place dans ma vie, là, sont super importants. Ben oui. Vraiment. Ça fait du bien, effectivement. Un grand merci. Je pourrais continuer. J'ai plein de questions encore. Puis je suis comme, mon Dieu, ça finira plus. Il faut que tu t'en ailles ailleurs. En plus, je suis comme, laisse-y une chance pour Et moi, j'aime pas parler en plus. Tu sais, ça paraît pas. On n'aime pas ça parler, nous autres. C'est vraiment ça. Mine de rien, c'est la 2e fois qu'on a une personne de Outre-mer, non, dans un autre pays qui vient s'asseoir dans notre salon. On est rendu so international, JS. Puis les gens vont pouvoir voir ce qui se passe là sur les médias sociaux. Je vais le relayer. Ça me fait il y en a vraiment beaucoup. Là, je sais que tu es encore un petit peu
à Montréal quelque temps. Est-ce que ta tournée se promène dans d'autres pays, sachant que tu as des pieds d'attache un peu partout? Probablement qu'ensuite, le livre va sortir en Europe. Donc, il va y avoir une... Cool. La même chose en Europe. Non, pour l'instant, je reste encore... une semaine et puis... Après ça, tu vas avoir eu ta dose. Ciao, bye. Je m'en vais au soleil. Je reviens la fin novembre pour le Salon du Livre. OK. Ah, cool. Ouais. Ça me fait plaisir parce que je rencontre des gens, on fait des signatures et tout ça. Donc, Mais après ça... Bye! C'est le temps des fêtes, de toute façon. Il va faire trop froid pour moi. Ou je reste ici et vous allez me retrouver dans une grotte, je hiberne. Vanessa, ça va te forcer à te mettre des combines de Mérino. C'est combine! Il n'y a pas de mauvaise température. Pourquoi tu résistes à tes combines? Je veux aller à Los Angeles. C'est une bonne raison, ça. Exactement. Un grand merci. Merci infiniment. Je suis super contente de dire à la communauté, en fait, vous allez voir un petit concours qui va sortir, mais je vais faire tirer une copie du livre de Marc. J'en avais demandé une supplémentaire pour faire un tirage. Puis c'est un réel plaisir. Je suis contente. Merci beaucoup. Aller lire ça. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment... Merci pour ton travail. Vraiment, ça change beaucoup de vie. C'est bien vulgarisé aussi. C'est vraiment le fun. C'est accessible à tous. Tout à fait. Il faudrait qu'il soit inclus une partie... c'est quoi le super guide qu'on vous remet quand vous avez votre premier rendez-vous chez le médecin, quand vous tombez enceinte au Québec? Naître et grandir. Naître et grandir. Il faudrait qu'il y ait un volet... Il n'y en a pas, là, on ne parle pas des émotions là-dedans. Là. Non. Ça serait vraiment de toute évidence, je n'ai pas eu encore d'enfant. Je ne sais pas c'est quoi, mais je sais que c'est assez épais comme brique. Ça pourrait être intéressant. Prendre des notes en arrière, on va faire des petites trucs derrière. On va peut-être faire un partenariat. Pour vrai, il faudrait que ça soit attaché. Là. Vraiment. Guide d'accueil dans la parentalité. Tout à fait. Vraiment. J'ai des bonnes idées de même. Oui, vraiment. Merci. Merci.